Bonsoir, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour votre rendez-vous hebdomadaire, ici même, depuis le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Le thème de cette soirée s'inscrit dans, d'une part, l'actualité du week-end passé, qui était celle, ça ne vous a pas échappé, de la fête de la science, qui était organisée les 10 et 14 octobre dernier, avec des manifestations un peu partout à travers le pays, et puis aussi un partenariat avec une association à laquelle chacun de nos deux intervenants participe, qui s'appelle l'Association des scientifiques chrétiens. Alors venons-en au thème, le thème de cette soirée, qui sera probablement pour vous, comme pour moi en tout cas, une source d'étonnement. En effet, pourquoi, en parlant de la science, parler de la fragilité ? N'y a-t-il pas là quelque chose de très contradictoire si l'on considère ce qu'est aujourd'hui dans notre monde la science, vecteur de progrès, vecteur de force? Que signifie, qui plus est, l'existence d'une alliance cachée entre la fragilité de l'homme et la fragilité de la Terre, puisque tel est le thème de ce débat. Alors je vous invite à vous laisser comme moi surprendre par ce que nos invités ont à nous dire sur ce beau sujet, à commencer par vous, Xavier Le Pichon. Bonsoir. Bonsoir. Xavier Le Pichon, vous êtes un géologue de réputation internationale. On vous doit, vous êtes un pionnier de la tectonique des plaques. Je crois que c'est une réalité qui parle à beaucoup de nos téléspectateurs. Déjà en 1968, vous aviez proposé un modèle pour expliquer ce qu'est la tectonique des plaques. Vous auscultez la Terre, en quelque sorte. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, membre de la communauté de l'Arche de Jean Vanier. Vous êtes très proche d'un de ses fondateurs encore vivant, Jean Vanier, mais vous l'avez été aussi du père Thomas Philippe. Et d'ailleurs, vous êtes responsable aussi d'une association qui anime un lieu de retraite dans un lieu superbe du côté de Sisteron et qui s'appelle la maison Thomas Philippe. Tout à fait. Laurent Degosse, bonjour. Bonjour. Laurent Degosse, vous êtes professeur d'hématologie. Et vous avez pendant 6 ans été le président de la Haute Autorité de la Santé. Autrement dit, une institution ô combien importante dans notre pays, puisque les pouvoirs publics s'y réfèrent pour toute décision importante dans ce domaine de la santé. Vous êtes membre correspondant de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. Et je dois aussi préciser pour nos téléspectateurs que vous êtes tous les deux membres de l'Académie catholique de France. Alors ce thème de la fragilité, il ne vient pas de nulle part. Je crois qu'il serait bon que vous nous disiez aussi comment, en introduction, à titre personnel, il est inscrit dans votre histoire. Peut-être on pourrait commencer avec vous, Laurent Degosse. Vous avez, je l'ai vu encore récemment dans un article de La Croix, eu dans votre enfance des épisodes liés à des crises d'asthme très très violentes. Et vous avez connu dans cette enfance la fragilité de la maladie. Je ne prendrai pas cet exemple, excusez-moi. Mais là où j'ai le plus connu la fragilité, c'est lorsque on soigne une personne qui se trouve dans une situation un peu désespérée. J'ai soigné beaucoup de malades atteints de leucémie. Et pendant un mois et demi, ils vivent toujours des moments très difficiles entre la vie et la mort, on pourrait dire. Et puis, heureusement, bien des fois, tout se passe bien. Mais pendant ce temps-là, il est vrai qu'on sent la fragilité du corps et la fragilité de l'homme. Et je disais toujours aux patients, quand je les voyais arriver, vous savez, je vais vous apporter tout ce que j'ai, je vais vous apporter tout ce que je sais faire. Mais d'un autre côté, vous allez m'apporter beaucoup. Alors, il était un peu étonné. Il dit, oui, parce que vous allez vous retirer du monde, vous allez voir autre chose, penser autrement. Et pendant un mois et demi, vous êtes totalement enfermé. Et vous allez voir qu'ensuite, c'est vous qui m'apporterez tout. Et c'est vrai qu'il m'apportait énormément par cette souffrance qui est obligée à se décentrer, à ne plus être dans ce monde, mais à le regarder. Et il m'apportait ce regard du monde avec toutes les valeurs fondamentales. Et à chaque fois, pour chaque patient, on retrouvait une fraîcheur de la vie. En tout cas, on retrouvait ce qu'était réellement notre existence, on retrouvait ce qu'on devait être. Et c'est toujours la relation humaine qui compte. C'est-à-dire la base même, en fait, compte de notre vie. Xavier Le Pichon, même question. Quelle est votre propre expérience fondatrice de la fragilité ? Au fond, ça rejoint, mais d'une autre manière, celle dont vient de parler Laurent. C'est la rencontre avec la personne fragile, je crois. Pour moi, ça a été un passage à Calcutta, dans une période de ma vie un peu difficile, où je suis resté 3 semaines chez Mère Teresa, et j'ai vécu avec les pauvres de Mère Teresa des expériences fortes.
Et en particulier, il y en a eu un que j'ai vraiment rencontré, un petit enfant dans la maison des mourants qui était en train de mourir et que je nourrissais à la cuillère. Et il s'est passé quelque chose entre nous, je ne peux pas dire quoi. Hein. Cet enfant est entré dans ma vie et m'a changé. Il m'a changé de manière définitive. Et je crois que ça a été ça le début de mon vrai cheminement. La découverte que la rencontre avec une personne fragile, qui peut être souvent souffrante, mais pas toujours, un petit enfant, peut être un chamboulement dans notre vie et nous faire découvrir des perspectives nouvelles et tout à fait extraordinaires, qui font que la vie prend une autre dimension. Et est-ce que vous dites que cette expérience que vous venez de décrire transforme votre propre expérience de scientifique, pour le coup, de chercheur? Enfin, elle l'imprègne, elle l'oriente, elle la questionne? Elle ne change pas la manière dont je fais la recherche en elle-même. Hein. Oui, je fais la recherche comme tout le monde. Le propre de la recherche, c'est que n'importe qui peut la faire à ma place et il doit trouver la même chose si je ne me suis pas trompé. Mais par contre, elle change mon regard sur la vie. Parce que la science est intégrée dans un regard sur la vie. La science me fait regarder d'une certaine manière, mais en même temps, tout ce que je vis, tout ce à quoi je crois, colore ce que je fais, me motive en profondeur, et pour moi qui suis profondément croyant, est une source de relation avec le plus fragile, je crois, qui est Dieu. Alors Laurent de Gosse, fragilité de la vie sur Terre, fragilité et biologie. Qu'est-ce que vous voulez? En quoi la fragilité est-elle inhérente à la vie de l'homme sur Terre? Je crois que la fragilité, ou en tout cas la vulnérabilité, ou en tout cas le fait même qu'on soit malléable, donc flexible, c'est la vie. Donc le moteur de la vie, c'est bien cette flexibilité qui fait qu'on va errer à droite ou à gauche et qu'on fait des erreurs et qu'on peut aller à droite ou à gauche. Le mot erreur, d'ailleurs, peut poser question. Mais c'est dans le sens errer. Prenons l'exemple simplement de la transmission de parents à enfants qui fait qu'on évolue. Même le monde entier, le monde vivant a évolué. Tout le darwinisme, on le connaît bien. Eh bien, il a évolué parce qu'il y a eu des défauts de copie. Et pourquoi ces défauts de copie? Parce qu'on est fragile, parce qu'on est vulnérable, parce qu'en fait, compte, on n'est pas figé, on n'est pas, en fin de compte, parfait et figé, sinon il n'y aurait plus du tout de vie. Et donc la vie elle-même a en soi des erreurs, a en soi une évolution, une adaptation, et ceci oblige à ce qu'il y ait une fragilité, parce que si vous êtes solide, vous ne pouvez pas changer, la pierre ne change pas, alors que le monde vivant change tout le temps. Et on est passé de la bactérie jusqu'à l'homme, et heureusement que ça a bien changé. Mais vous voyez qu'il y a là, au fond, une relation directe entre le moteur de la vie, la vulnérabilité, la fragilité et l'erreur, dans le sens qu'on va à droite à gauche et qu'il est vrai que tantôt c'est bénéfique et on le garde et c'est l'évolution, tantôt c'est plutôt néfaste et donc il y a un fardeau qui est en fait compte porté par le monde vivant lui-même. Et c'est là que la fameuse sélection naturelle de Darwin permet d'éliminer le fardeau? Alors la sélection naturelle fait le tri. Elle fait le tri, c'est-à-dire que ceux qui sont bien adaptés, on peut appeler ça une résilience, mais ceux qui sont bien adaptés demeurent. Et ceux qui, par contre, sont mal adaptés ont moins d'enfants ou même n'ont pas de procréation, on n'arrive pas à arriver à l'âge de procréation. Donc la mortalité infantile et la taille des familles sont les deux moyens qu'a la sélection naturelle pour pouvoir faire ce qu'on appelle un tri entre ce qui est bénéfique et ce qui serait mal adapté. Je ne dirais pas maléfique, ce qui est mal adapté par rapport à l'environnement, parce que dans un environnement, quelque chose pourrait paraître très bien, et dans notre environnement, au contraire, il n'est pas du tout adapté et plutôt mal vécu. Xavier Le Pichon, est-ce que l'observation de la Terre fait aussi écho à ce que vient de dire Laurent de Gosse? Est-ce que Oui, écoutez, ces temps-ci, on a vu Mars. Les gens ont vu des paysages de Mars. Les paysages de Mars, ça ne ressemble pas du tout à un paysage de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. La Terre, c'est la planète de la vie. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une symbiose dans la Terre. La vie a modifié la Terre, l'a changée. Mais une vie d'une extraordinaire fragilité, puisque justement, comme il faut qu'elle s'adapte tout le temps à un environnement qui change tout le temps, hein, eh ben, il faut la mort, il faut le remplacement des générations, il faut cette fragilité qui accompagne ce changement de génération.
Et il faut cette inventivité de la vie qui passe par plein d'erreurs, comme le dit mon ami ici, mais qui sont utilisées pour transformer le monde. C'est pas seulement le fait que ce sont les meilleurs, mais qui s'en sortent. Les plus performants. Oui, il y a eu, par exemple, 6 énormes catastrophes dans l'histoire de la Terre, à environ 100 millions d'années d'intervalle, pour les 600 derniers millions d'années, qui ont éliminé jusqu'à 90% de la vie. Et là, ce n'était pas ceux qui étaient les plus adaptés qui sont nécessairement restés, non. Dans le cas, par exemple, du dernier, il y a 65 millions d'années, tous les grands reptiles, les dinosaures, tout ça, sont passés à la casserole. Et qu'est-ce qui est sorti? C'était les espèces de petits rats, qui étaient les mammifères de l'époque, et qui d'un seul coup ont eu le champ libre, et puis c'est eux qui sont à l'origine de nous-mêmes. Donc ce n'est pas forcément les plus forts, les plus... Non, mais c'est cette capacité on appelle ça résilience, c'est un mot un peu compliqué, mais extraordinaire de la vie de ressurgir. C'est Boris Cyrulnik qui l'a rendu populaire, ce terme de résilience, à propos justement... C'est pas le même terme. C'est pas le même. C'est pas exactement pas de la même manière, oui. Mais bon, appelons-le comme vous voulez, mais c'est cette capacité d'adaptation extraordinaire. Et ça, c'est une caractéristique majeure. Et cette adaptation s'accompagne d'une très grande fragilité. Ça, c'est une évidence. La vie est fragile. Alors, comment on est devant ce mystère d'une vie fragile, très fragile, mais en même temps qui rebondit toujours. Et c'est ça, pour moi, c'est ça ce qui se passe, qui est fantastique, c'est qu'avec l'homme, jusqu'à l'homme, cette fragilité, elle était là, mais personne n'en avait vraiment conscience. Mais avec l'homme, il faut qu'il prenne en charge sa propre fragilité. Alors ça, c'est un événement extraordinaire dans l'histoire de la vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, qu'il prenne en charge sa vulnérabilité? L'homme, on l'a dit souvent, c'est celui qui sait qu'il va mourir. Je vais prendre un exemple, parce qu'il faut toujours prendre des exemples. Hein. Il y a 100 000 ans, vivaient dans le Zagros, c'est au nord de l'Irak, des Néandertaliens, donc des pré-Homo sapiens. Voilà. Et ces Néandertaliens, on a découvert leur tombe dans une grotte, la grotte de Chanidar. Eh bien, il y en avait un qui était terriblement handicapé. Il avait un œil en moins, un bras en moins, une jambe en moins, il était incapable de marcher, probablement qu'il voyait quasiment pas. On arrive à déterminer ça avec les restes? Avec ses os, oui, bien sûr. Les os, on voit si la jambe est complètement atrophiée, si le bras, il manque la moitié du bras, que le visage est écrasé. Or, tous les os se sont régénérés et il a vécu jusqu'à 40 ans. Donc ça veut dire qu'un petit groupe de 15 à 20 personnes a décidé de le prendre en charge. Donc ils l'ont pris en charge, ils l'ont amené tous les jours, parce que c'était des nomades, c'était des chasseurs-cueilleurs, une quinzaine de personnes. Imaginez-vous ce que c'est que 15 personnes qui décident brusquement que les 20 prochaines ou 30 prochaines années, ils vont avoir cette personne à prendre en charge, à porter sur le dos, à nourrir. Extraordinaire. Et pourquoi? Et ça c'est la grande question de l'homme. C'est la rencontre avec cette personne. Et comme j'ai eu cette rencontre à Calcutta, comme il a eu cette rencontre avec les malades, Laurent, c'est la rencontre qui fait qu'on dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas le mettre dehors et dire, je continue. Et c'est ça la grande invention de l'homme. Il découvre qu'il ne peut pas vivre comme si ces gens-là n'existaient pas. Mais Laurent de Gosse, quand même, la médecine contemporaine, c'est une médecine de toute puissance, c'est une médecine qui est l'inverse de la prise en compte de la fragilité. Il faut voir précisément. Certes, on cherche tous à corriger les conséquences de tous ces défauts. Défauts que l'on a de naissance, qui se voient tout de suite, qu'on appelle maladie génétique, ou défauts plus tard que ce qu'on appelle maladie, parce qu'on est susceptible à cela ou à autre chose. Mais ce que dit Xavier Le Pichon, c'est que justement, face à cette souffrance, cette vulnérabilité, c'est là où on prend conscience qu'on est un homme, on est humain. Et à l'inverse, rejeter le souffrant ou le faible ou le fragile, on est dans la barbarie. On se rend bien compte que être humain, c'est vraiment
toucher la fragilité et la vulnérabilité et la prendre en charge et l'avoir avec soi. Et c'est justement cette transformation justement de l'esprit qui fait que le souffrant nous décentre. Le souffrant nous oblige à être à l'extérieur et à voir ce qu'est l'homme et l'homme fragile. Et c'est en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une certaine union entre le dominant et le dominé, c'est-à-dire le fragile et celui qui va le prendre en charge, qui ont un même destin, puisqu'en fait, quand on a vu que l'évolution, il y avait de la fragilité, il y avait du... Et celui qui est bien adapté est avec lui. Donc il y a un destin commun. Et on vit ensemble dans une union pour un destin commun. Et je dirais même plus, ce destin commun doit vraiment prendre en compte le corps et l'esprit. Le corps compte dans l'histoire. Et c'est bien ce corps et cet esprit qui font que cela nous anime, ça nous donne un moteur. Et l'animation, c'est bien que c'est proche de l'âme, c'est proche de... En fait, quand on est dans un monde où cette animation est due à la souffrance. Moi, je vous entends très bien, sauf que je me pose vraiment une question en vous écoutant. Qu'est-ce que la science a à voir avec tout ça? Qu'est-ce que les scientifiques font avec tout ça? Ceux qui sont les plus proches des souffrances, c'est parfois pas les médecins, mais les aides-soignants. Oui. Est-ce que les scientifiques, quand vous étudiez la tectonique des plaques, vous nous annoncez des tsunamis et des tremblements de terre épouvantables, vous n'êtes pas vraiment proche par là de la souffrance du plus petit? Enfin, voyez, Qu'est-ce que c'est que la science? C'est la connaissance, la connaissance expérimentale, et elle comprend tout ce qui est relations humaines. Quand on essaye de comprendre l'évolution de l'homme, que cherchent à faire les paléontologues? Mais à comprendre pourquoi on est devenu homme. Est-ce qu'une des choses les plus importantes, c'est justement pas que l'homme a découvert la compassion, qu'il a découvert qu'il ne pouvait pas vivre autrement? En fait, il y a une rencontre dans laquelle il y a un échange. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il apporte l'autre, celui qui atteint. Mais c'est très important pour la science. Je me suis trouvé dans le festival de sciences de New York il y a 3 ans, où on discutait de ça avec des paléontologues. Mais ils ne savent pas répondre à cette question. Ils essayent à chaque fois de trouver une raison pratique pour laquelle, parce que c'était un bénéfice et nous. Mais qu'est-ce qu'il y a comme raison derrière? Moi, j'aime beaucoup la réponse qui est donnée dans le Talmud Babli. Vous me direz, c'est pas très... C'est le Talmud de Babylone, c'est pas très scientifique, vous me direz. Bon, il y a dans le traité du Shabbat, il y a un extraordinaire bonhomme, un rabbin qui s'appelle Rabbi Hanan, et qui commente le psaume 41. Le premier verset du psaume 41, c'est « L'Éternel, au-dessus du lit du malade, le soutient ». Alors, en fait, ça veut dire que la présence de Dieu, la Shérina, comme ils disent, est là, parce que le malade, il ne peut pas rester tout seul. Dieu est forcément présent avec lui. Et Rabbi Hanan dit un truc extraordinaire sur la rencontre et la visite. Il dit, quand tu vas visiter un malade, à cause de ça, quand tu rentres, garde ton chapeau, parce qu'on garde son chapeau devant Dieu. Et puis, ne t'assieds ni sur le lit, ni sur la chaise. Donc, ça veut dire, assieds-toi par terre. C'est-à-dire que tu prends une position où tu sais que la personne qui est là, eh bien, elle est celle qui a attiré la présence de Dieu. Et donc, c'est une liturgie de la visite. Voyez. Moi, j'y pense souvent. Quand je parle souvent à des soignants ou des enseignants, je leur parle de cette liturgie de la visite. Comment, vous voyez, découvrir qu'il y a quelque chose qui dépasse les deux personnes? Et que l'homme, à ce moment-là, découvre la transcendance. Il découvre qu'au-delà de celle qui visite et de celui qui visite, il y a quelque chose qui dépasse. On ne sait pas quoi. Après, on peut mettre un nom. Pour le rabbin, ça avait certainement un nom. C'était Dieu qui envoyait sa présence sur la terre. Mais tous les gens que j'ai rencontrés dans les communautés de l'Arche où nous vivons, tous les gens savent qu'il y a une expérience de la rencontre et que cette expérience vous fait découvrir une certaine transcendance. C'est-à-dire que l'homme est fait pour se dépasser, mais qu'il se dépasse dans la rencontre avec le plus fragile. Xavier Le Pichon, vous êtes géologue, quand même, je le rappelle à nos téléspectateurs. Oui. Non, je vous dis ça parce que qu'est-ce qui, dans vos recherches, dans cette matière qui consiste à scruter les tréfonds de la Terre, qu'est-ce que vous reliez à ce que vous venez de dire? Qu'est-ce qui vous paraît? D'abord, je vais vous dire, depuis que je suis tout petit,
la Terre me fascine. Quand j'étais petit, je suis né au Vietnam, j'étais au bord du Pacifique, je regardais sous l'eau et je disais, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous quand j'avais 5 ans, 6 ans. Quand je suis rentré en France, je regardais sous le bateau, il y avait 4500 mètres d'eau, je me disais, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Et je n'ai pas arrêté de me poser cette question. Et en fait, la Terre est devenue pour moi quelqu'un de vivant, voilà, quelqu'un de vivant avec qui je partage. Quand je pense à un problème pour la Terre, je la vois, vous voyez, je la vois. Quand je pense, par exemple, les courants de convection à l'intérieur, je vois le système qui fonctionne. J'ai découvert que, au fond, parce que moi je suis croyant, il y a une alliance très profonde que Dieu souhaite qu'on ait avec notre monde créé. Qu'on a besoin de le connaître, de le découvrir, mais que dans ce monde créé, on ne peut pas ignorer le fait que nous sommes les êtres vivants qui pour la première fois, peuvent dire, eh bien oui, le monde a été créé, nous sommes présents, nous assumons sa présence, nous assumons toute la population qui y vit et nous savons que nous vivons quelque chose d'extraordinaire, de nouveau. Alors, Laurent de Gauss, moi, je ne veux pas casser l'ambiance, parce que ce que vous venez de dire, c'est très, très beau. Mais enfin, parler d'alliance, de ces fragilités humaines et terrestres, en tout cas, ce qu'on peut dire de ce qu'on entend, nous, les néophytes, c'est qu'il y a beaucoup de périls qui s'amoncellent au-dessus de nos têtes, que le péril écologique, le péril même du point de vue démographique, l'avenir de l'humanité sur Terre semble tous les jours remis en cause. On pourrait rajouter la crise économique. Enfin bon. On est tous nourris au même biberon. Oui, peut-être. C'est certes des périls, certes on voit des catastrophes, mais on vit toujours un peu dans ce déséquilibre. On doit être dans ce déséquilibre puisqu'on en adhère en fait compte à ces périls, comme vous les appelez. Donc on est toujours en train de bouger, de se mouvoir. On n'est pas dans l'inertie, sinon c'est la mort. On n'est pas non plus dans, quand vous dites, le grand chaos où vous détruirez toute la vie. Pas non plus, ça serait. Mais on est toujours proche de ce qui bouge et il faut qu'on adhère. Donc c'est là où on est tout à fait proche des difficultés et on fait des erreurs et on avance ainsi. Mais je dirais même plus, c'est parce qu'il y a eu toutes ces erreurs, nous en tant que médecins, parce que des erreurs qu'on appelle la pathologie, les maladies, que l'on connaît, la normalité, qu'on découvre ce monde normal. C'est bien par les défauts qu'on découvre, en fin de compte. Et puis, petit à petit, on se dit que la découverte, en fait, est souvent mêlée à cette recherche de ce qui existe et qui, quelquefois, existe, en fin de compte, avec des défauts. Et c'est par le défaut qu'on arrive à reconnaître. Et un pas de plus, quand on expérimente, quand on essaye de travailler, eh bien, on s'attend à quelque chose. On fait une expérience pour voir quelque chose. Et puis si on tombe sur l'inverse, eh bien, c'est là où il y a la grande découverte. Parce qu'on a vraiment ouvert un champ nouveau qui était inconnu. Et cette terra incognita est en fait le grand champ du futur. Et c'est sûr que on est dans cette fragilité, dans cette vulnérabilité qui nous sert pour pouvoir connaître ce monde, le découvrir, et pour pouvoir même innover dans ce monde. Donc, vous êtes plutôt un optimiste si vous regardez ce qui est devant nous. Mais c'est-à-dire que il y a l'esprit scientifique de découverte, où justement l'inattendu, c'est la grande découverte. Et puis il y a aussi l'esprit humain de génie, où quand on construit un pont, il ne faut surtout pas qu'il tombe. Et quand on construit un immeuble, il ne faut surtout pas que même s'il y a un séisme, il tombe. Donc vous voyez bien que l'inattendu permet de pouvoir différencier ce qui est plutôt la découverte scientifique, parce que c'est la richesse, ou au contraire, quand on a voulu, en tant qu'homme, fabriquer un pont ou fabriquer un immeuble, il ne faut absolument pas que ça s'effondre. Donc on a là un moyen pour pouvoir, je pense, appréhender ce qu'est la recherche, la découverte, l'inattendu, l'innovation, par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus de l'ingénierie. Xavier Le Pichon, j'ai parlé des périls, il y a des peurs aujourd'hui dans l'humanité. Enfin, toujours, oui. Il y a toujours eu des peurs dans l'humanité. Mais il semble que celles de nos jours soient d'une acuité particulière et des dimensions apocalyptiques parfois. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous les présente. Oui, pour moi, l'homme, quand il a commencé à être homme, il a découvert sa fragilité, sa capacité de mourir, la vieillesse, la souffrance de l'autre.
Et il l'a dépassé en inventant la compassion, en prenant en charge l'autre, et il a découvert la transcendance, l'art, etc. Et ça l'a lancé, au fond, d'assumer sa fragilité, lui a permis de créer une société plus vraie, plus ouverte, etc. Maintenant, on arrive à un autre stade. Hein, c'est-à-dire qu'il y a c'est plus quelques centaines de milliers de personnes, c'est 6,5 milliards d'habitants. Nous avons modifié notre planète, nous l'avons changée en profondeur, et surtout, pour la première fois, nous nous rendons compte que nous formons une seule humanité. Ça, c'est un événement extraordinaire. Et non seulement ça, mais cette humanité découvre qu'elle est fragile, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait qu'on prend conscience là? Il y a une étape particulière? C'est quoi, c'est les médias? Oui, enfin écoutez, il suffit que vous lisiez vos journaux ou que vous regardiez la télévision, le changement climatique, la pollution, les crises économiques. Oui, mais je vois aussi le nationalisme, le repliement sur soi, justement, qu'est-ce qui se passe avec l'homme, hein? Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui souffre, vous pouvez très bien dire, moi j'en ai rien à faire, je m'en vais, et la société se ferme, se durcit, ça arrive tout le temps. C'est la tentation entre la peur, la fuite, et puis ouvrir. Sur l'évolution de la Terre, c'est évident. Prenez Malthus, c'est le malthusianisme. Hein. À l'époque, il y avait 1 milliard d'habitants. Il explique déjà qu'on est beaucoup trop nombreux, qu'avec la nourriture, etc., on ne peut pas faire. D'ailleurs, la propre de ces gens qui ont peur, ils regardent toujours en arrière, jamais en avant. Toujours en arrière. Ah bon. Alors il regarde en arrière, il dit avec les méthodes qu'on a utilisées jusqu'ici, on va mourir de faim, donc il faut arrêter de nourrir les pauvres, c'est très bien, on n'aura plus de pauvres et la solution sera résolue. Bon, c'est typique de cette attitude de peur devant le changement. On revient en arrière, on élimine les gens trop, on élimine les gens qui ne nous ressemblent pas, les pauvres, lui il était riche, bon, et puis voilà. Vous avez cette attitude, à l'heure actuelle, on le voit avec le régionalisme. Hein, quelles que soient les raisons pour lesquelles les Flamands veulent être à part, moi je reviens de Barcelone, les Catalans veulent être à part, l'Écosse va voter. C'est quoi? À quoi on assiste? C'est la même chose. Je ne peux plus supporter d'avoir le voisin, les Catalans, ils vous expliquent, les Espagnols utilisent notre richesse. Les Flamands disent la même chose. Les Écossais, ils utilisent notre pétrole. C'est-à-dire qu'on a des voisins dont on se rend bien compte qu'on est obligé de partager. Et on se dit... C'est le fort qui se désolidarise du faible. Nécessairement, ça peut être le faible qui se sépare. Mais simplement, c'est... je m'aperçois que j'ai des voisins dont j'arrive pas à me séparer, qui prennent beaucoup de place, qui me gênent. Et quand on a des voisins qui prennent beaucoup de place et qui vous gênent, vous avez envie de dresser un mur. L'autre attitude, c'est de les inviter et de discuter. C'est les deux attitudes, il y a toujours eu ça. Et nous sommes en plein là-dedans. Or, l'homme ne peut pas s'en sortir en regardant en arrière. Ça, c'est sûr. Le Malthus, c'était catastrophique ce qu'il proposait. Le fameux rapport de Rome, etc., c'était catastrophique. C'était tout regarder en arrière. Bon. Et on le fait tout le temps. Regardez pour l'histoire du pic de pétrole, par exemple. Les gens vous expliquaient qu'on devrait déjà être dans la phase descendante de production du pétrole. C'est la fin. Pas de chance, au contraire, ça monte à toute allure. Hein. Aux États-Unis, ils ont découvert, bon, on n'est pas content de ça, mais ils ont découvert le gaz de schiste. Le prix du gaz s'est effondré, l'industrie démarre et tout. Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait énormément de pétrole dans le fond des océans, et ça se vérifie. Donc, il y a plein de choses, mais il faut les voir autrement, il faut s'ajuster, vivre autrement. Et ça réclame pour la première fois des accords avec des gens qui n'avaient pas envie tellement de se parler. C'est ça la grande affaire de nos jours. Au fond, moi je pense que Vatican II, d'une certaine manière, s'était inspiré par l'Esprit Saint justement pour accompagner cette prise de conscience de l'humanité qu'elle est un seul peuple. Encore une source scientifique que vous venez de verser au dossier. Mais l'histoire des religions est très intéressante. Vous savez, c'est une science. On va y revenir. Laurent de Gosse. Par rapport à ce que disait Xavier, moi j'ai eu l'expérience récente, là où j'étais, la Haute Autorité de Santé, où on se posait la question face aux risques de santé. Et on revenait à la même question que pose Xavier, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a des événements indésirables, inattendus, qui surviennent, il y en a beaucoup d'ailleurs dans la santé, dans le soin, et on voudrait que ça se minimise. Il y a deux solutions. Ou bien on essaie de mettre des normes, des procédures, des protocoles, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas deux événements identiques, il n'y a pas deux circonstances identiques avec tous les circuits que ça comporte. Mais quand même,
c'est regarder en arrière, faire l'analyse, et puis on met beaucoup de normes. Ou alors, on regarde devant, c'est-à-dire qu'on anticipe, c'est-à-dire qu'on voit qu'il arrive quelque chose, on anticipe, et on essaye d'adhérer à la variabilité du moment, et pour essayer de réparer tous les petits défauts. Et tout ce qui est montré aujourd'hui, c'est qu'il est préférable, souvent, d'adhérer à la variabilité, c'est-à-dire de regarder devant soi, que d'avoir le rétroviseur qui nous renseigne assez peu quand on avance. C'est vrai que si vous aviez une voiture avec que des rétroviseurs, on n'avancerait pas bien. Donc il faudrait que regarder devant soi, anticiper et être dans la adhérer à l'événement et à la variabilité, ça c'est vrai. Faire confiance. C'est faire confiance. C'est pas tellement faire confiance, c'est plutôt réagir à tous les petits mouvements et de voir ce qui se passe plutôt que... Je vais prendre un exemple. C'est bien de prendre des exemples. Aux États-Unis, ils ont fait une étude sur 106 hôpitaux sur 3 ans pour voir un petit peu les accidents qui survenaient pour des maladies qui devraient ne pas en avoir. Hein. Une appendicite, une hanche que l'on change, on ne devrait pas mourir de cela. Donc ils ont regardé la mortalité, ce qui est étonnant, de chirurgies très simples. Ils sont aperçus que ça allait du simple au double suivant les hôpitaux. Donc ils ont classé le numéro 1 et le numéro 5 et comparé. Ils ont dit, bon, c'est parce qu'ils ne suivent pas les procédures, ne suivent pas les normes, etc. Ils ont comparé exactement pareil. Il y avait autant de ceux qui suivaient que ne suivaient pas, mais exactement pareil. Ils se sont dit, c'est les complications. Il y en a un qui fait plus de phlébite, ou on a laissé une compresse, etc. Ils regardent exactement les mêmes nombres et les mêmes complications. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Ça étonne tout le monde. Eh bien, ce qui fait la différence, c'est que certains avaient l'esprit d'équipe, et dès qu'il y avait le moindre signe, tout le monde se parlait, et tout le monde était ensemble, et on prenait ça en charge. Et puis d'autres, au contraire, chacun était pour soi, et on laissait un peu évoluer la chose, qui allait très mal, et ensuite, on en mourait. Donc, ce côté résilience, ce côté esprit d'équipe, ce côté être ensemble, ce côté adhérer vraiment à l'événement, est bien préférable que se dire qu'on met des normes et des procédures. Et donc, c'était pour rejoindre un peu l'esprit de Xavier. Il y a un autre exemple qui est le tsunami récent au Japon. Le tsunami récent au Japon, il y a eu une erreur catastrophique des scientifiques japonais, il y a eu une erreur catastrophique des ingénieurs des centrales nucléaires, qui était due à quoi ? Un manque d'esprit d'ouverture, un manque de discussion sur ce qui va venir, un repli sur les règles. Le rapport japonais qui a été établi par le Parlement japonais parle du groupisme c'est-à-dire la tendance à faire comme tout le monde, quoi, et de suivre l'avis des chefs sans le mettre en cause. Donc, c'est pas du tout un esprit conservateur. Au contraire, c'est une ouverture. Il y avait moyen... moi, j'ai participé à cette controverse sur le plan scientifique cette fois. Il y avait moyen de faire autrement. Ils ont refusé parce qu'ils étaient bloqués dans un système de pensée assez passéiste, en fait. Et ils n'ont pas fait des petites modifications, par exemple, qui auraient évité l'accident nucléaire, même avec ce tsunami. Je crois qu'on pourrait aller plus loin dans le thème de l'alliance cachée. Là, j'aimerais que vous l'illustriez davantage. On a bien compris ce que l'un et l'autre vous avez pu apporter, mais enfin, fragilité de la Terre, fragilité de l'homme, une alliance cachée, point d'interrogation. Qu'est-ce qui se cache derrière ce point d'interrogation ? Bon, d'abord, il y a une évidence. Toutes ces histoires sur l'homme qui un jour s'ira s'installer sur une autre planète et tout, c'est quand même du niveau de la science-fiction, ça ne correspond pas à la réalité. Donc l'homme est lié à cette planète. Et il y est lié de manière très forte. 6,5 milliards d'habitants, ça prend beaucoup de place. 9 milliards en 2050, il est lié de manière très forte. Donc il a deux manières de considérer la Terre. L'un, c'est de la prendre comme un partenaire. Donc, comment on fait pour que la Terre, de plus en plus, soit un partenaire fiable avec qui on peut travailler, que ce soit sur le plan de l'énergie, des ressources, etc. Ou bien on en fait quelque chose qu'on exploite. Et bon, ça va durer ce que ça va durer, et puis on en profite. Et l'homme est en train de découvrir, et on le voit dans toutes les discussions qu'il y a au niveau international, que ce soit sur le climat, sur la pollution, l'affaire de l'ozone, qui est quand même une chose qui a été réussie. Le climat, on ne l'a pas très bien réussi pour le moment. Il y a des choses qui changent. Sur le plan économique, on s'aperçoit qu'il est intolérable et que c'est en plus très dangereux d'avoir des pays qui soient extrêmement pauvres ou dans une très grande... Donc, il y a un partenariat qui s'installe parce que
on se rende compte qu'on est tous sur cette même terre, qui n'est pas si grande que ça, et qu'on doit vivre avec cette terre en la respectant et en faisant, moi j'appelle ça une alliance, bon, mais comme on veut. Vous croyez que cette prise de conscience est plus forte que les intérêts particuliers? Vous êtes vraiment dans... Quand vous dites... Je continue un peu sur le propos là, de Xavier, parce que en fait, on vient de dire tous les deux que la vie avait comme moteur cette fragilité, cette flexibilité, cette vulnérabilité, sinon on n'évolue pas. Donc on doit vivre avec cette fragilité. Deuxièmement, cette fragilité, elle nous apporte une certaine humanité, et même elle nous donne le sens de ce qu'est l'humain. Donc Xavier était jusqu'à la transcendance, mais on voit bien qu'on sent l'autre à travers sa fragilité, ce qui nous permet de pouvoir mieux comprendre ce qu'est l'humain. Donc on a probablement une alliance dans cette vision, je crois, de ce qu'est la fragilité. Et cette fragilité est en fait quelque chose qu'on ne pensait pas auparavant comme étant aussi importante au centre de notre monde, et qui le devient de plus en plus. Parce qu'elle est inhérente à la vie du monde et elle nous aide à vivre ce monde. Donc c'est une certaine vision qu'a Xavier au niveau de tout ce qui touche la Terre, qu'on le retrouve dans le monde vivant et plus particulièrement chez l'homme. Donc vous voyez qu'il y a probablement une alliance, comme vous le dites, vous cherchez le mot alliance, dans cette fragilité pour expliquer l'évolution, pour expliquer l'adaptabilité, pour expliquer... Et que doit-on faire face à cette fragilité? Est-ce qu'on doit être plutôt dans l'inertie, le refus, la précaution, la prudence? Ou est-ce qu'on va vers l'aventure parce qu'on sait tout faire, on fait tout et n'importe quoi? Ou est-ce qu'on n'a pas une vision plus raisonnée entre les deux et qui fait qu'on adhère, qu'on est proche de ce qui se passe, quitte à réparer tous nos défauts? Parce que c'est vrai qu'il faut bien les réparer, il ne faut pas laisser faire des conséquences qui seraient non réparables. Il faut éviter l'évitable, ça je suis tout à fait d'accord. Mais on doit adhérer et vivre avec cette évolution. Xavier Le Pichon, je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas relevé. En introduction, vous avez parlé de la fragilité de Dieu. Et je vais faire une toute petite citation de Maurice Zundel pour vous relancer là-dessus. Dieu est fragile. C'est la donnée la plus émouvante, la plus bouleversante, la plus neuve et la plus essentielle de l'Évangile. Un Dieu fragile remis entre nos mains. Oui, moi, je pense que c'est ce à quoi on arrive nécessairement à partir du moment où on vit cette expérience de l'homme. Parce que nous, catholiques, nous, chrétiens, nous croyons que Jésus était la représentation de son Père. Il est venu s'incarner sur la terre dans une très grande fragilité, un tout petit, un petit enfant. En plus, il a vécu une mort terrible. Donc, il nous montre bien que le propre de l'être humain, c'est justement sa fragilité. Et que si on ne la prend pas en compte, eh bien, on n'atteint pas l'essence de l'être humain. Or, l'homme est fait à l'image de Dieu. Alors, est-ce que la fragilité est uniquement à l'homme, ou est-ce qu'on est vraiment l'image de Dieu, y compris dans cette fragilité? Et moi, je crois que Zundel a raison, que nous sommes à l'image de Dieu, en particulier dans notre fragilité. Parce que tout être qui aime est forcément fragile. Si on aime vraiment, on est à la merci de l'autre. On est à la merci de l'autre. Et Dieu, c'est l'amour, donc il doit être extraordinairement fragile. Il est à notre merci. Il l'a bien montré avec son Fils. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion à faire, mais qui est aussi en science. Hein. Alors voilà, moi, le rôle de l'élément fragile. Moi, pour les tremblements de terre, par exemple, c'est fondamental. Vous savez, la partie qui casse, qui fait des tremblements de terre, qui accumule des déformations élastiques, c'est là où les cristaux sont en pleine forme, c'est-à-dire qu'ils sont froids. Bon. Quand on les chauffe, les erreurs qu'il y a dans les cristaux, on retrouve les erreurs de mon ami, sont activées et la roche commence, au lieu d'être rigide, elle devient plastique, elle lâche. Vous voyez ? Et la partie la plus faible fait qu'au-delà de 15 km, il n'y a plus de tremblements de terre. Et donc, les tremblements de terre ne sont pas aussi grands qu'ils auraient pu l'être. Ce sont les faibles
qui contrôle l'effort. C'est quelque chose de fondamental, dans nos sociétés y compris, mais c'est vrai en tectonique des plaques. Vous voyez, c'est la partie faible. D'ailleurs, dans un élément, quand on construit un pont, c'est toujours la partie faible qui contrôle la solidité du pont. Ce n'est pas l'énorme truc qu'on a mis. Dans une société, ce sont les faibles qui contrôlent la résilience de la société, sa capacité. C'est pas les plus forts. C'est une erreur fondamentale. Et ça, on commence à s'en rendre compte. Quand on faisait l'histoire avant, on faisait l'histoire uniquement des chefs, des guerriers. De plus en plus, de quoi on fait l'histoire? Du peuple, des pauvres, des petits, du rôle qu'ils ont joué. Vous voyez, donc je pense qu'il y a un changement, y compris sur l'hominisation. Dans l'hominisation, de plus en plus, les gens regardent ça maintenant. Ils découvrent qu'il y a plein de personnes d'ossements préhistoriques qui sont des ossements de personnes handicapées qui ont été soignées. Donc ça veut dire que, loin d'être une anomalie qu'il faut éliminer, vous voyez, la partie fragile est une partie essentielle des rouages de l'humanité. C'est une partie essentielle. Et c'est elle qui contrôle l'avant. Il y a une très belle parole, vous allez me dire qu'une fois encore, je sors de la science. Mais bon, la Bible, c'est pas, on peut quand même la citer. Bon. J'ai cette parole extraordinaire entre Ésaü et Jacob. Vous connaissez quand ils se rencontrent. Et puis Ésaü lui dit, allez, viens, on part tous les deux ensemble. Et lui, il dit... Jacob, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, pars devant avec tes chevaux, et moi je marcherai au pas des enfants et des brebis. Je marcherai au pas des enfants et des brebis. C'est une parole qui me travaille tout le temps, ça. Les sociétés qui marchent, c'est-à-dire où on est heureux, où il n'y a pas de traumatisme majeur, sont celles qui marchent au pas des petits et des pauvres. Les sociétés qui sont dures, qui s'imposent par la force, qui éliminent, comme l'a fait le nazisme, tout ce qui apparaît, personnes handicapées, etc., toutes ces choses-là, c'est une société dure qui s'écroule parce qu'elle est incapable d'évolution. Le pauvre, le petit, le faible, il vous fait évoluer. Quand vous avez un petit enfant qui arrive dans une famille, le premier enfant, moi j'en ai eu un premier enfant, je peux vous dire que celui qui commande dans la maison, c'est plus ni le papa ni la maman. Dès qu'il y a un cri du petit, tout le monde se précipite. Celui qui a l'autorité, c'est le petit, c'est le faible. Quand on aime vraiment quelqu'un qui est malade, brusquement, tout se réorganise autour de lui. Donc c'est ce rôle joué par le faible et le petit. Vous voyez, qu'on est en train de découvrir. En sociologie, c'est une évidence. Dans notre Église, je l'espère de plus en plus. Mais aussi en sciences. On va demander à Laurent Degos de réagir sur la place du faible. Oui, je crois que Xavier dit tout, et donc c'est très bien. Et puis en plus, on aime bien l'écouter, je crois que... Et c'est vrai que c'est par la faiblesse, on l'a dit tout à l'heure, c'est par la maladie qu'on découvre beaucoup de choses, qu'on découvre ce qu'est l'homme et sa physiologie. Donc c'est toujours par cette partie qui est la faiblesse que l'on avance dans la découverte. Et même, regardez, l'homme, c'était l'animal le plus faible du monde vivant. Il n'a aucune défense, il n'a pas de venin, il n'a pas d'armes sur lui, il n'est pas très fort. Et le petit de l'homme à la naissance, c'est le plus fragile de tous les animaux existants sur Terre. C'est qu'il met longtemps avant de pouvoir marcher et de pouvoir se sortir. C'est le plus faible et pourtant c'est lui qui domine aujourd'hui. Comment convertir le regard de nos contemporains et alors spécifiquement des scientifiques? Parce que quand même, ce que vous nous dites là ce soir, c'est pas tout à fait l'opinion dominante dans le monde scientifique. Non, c'est vrai. Ceci dit, je constate que parmi mes collègues, ils sont toujours très interpellés par mes engagements et en général, il y en a un qui vient trouver et qui me dit « Ah, vous savez, j'ai un petit neveu ou un petit qui est handicapé, etc. » Voilà. Chacun a sa petite faiblesse dans son coin dont on ne veut pas parler. Mais je crois que fondamentalement,
le changement ne peut venir que de la rencontre. Et c'est chaque personne qui doit faire sa propre rencontre, qui doit découvrir qui est la personne fragile pour elle et qui un jour découvre qu'elle-même, elle est fragile. Un jour, il n'y a rien à faire. On découvrira qu'on est fragile et que c'est un moment où on a besoin de l'autre. Donc, je pense qu'il y a un message qu'on se doit de donner, c'est que la fragilité de l'homme, ce n'est pas un handicap. Ce n'est pas un handicap, c'est une force. Mais encore faut-il le reconnaître. Il faut le reconnaître. Il faut que nos sociétés n'aient pas peur de la faiblesse, comme saint Paul n'avait pas peur de la faiblesse. Hein, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. On lit ça, mais ça ne nous fait rien du tout. Mais il faut le dire, mais il faut le vivre. Il faut le vivre. Donc, il y a, je crois, une conversion qui devient nécessairement une conversion personnelle et qui passe par les gens fragiles autour de nous. Mais c'est changer notre regard, changer notre regard sur la société, sur qu'est-ce qui s'y passe d'important. Moi, je suis optimiste, fondamentalement, oui. Je suis optimiste. Je pense que le monde est sur une voie où il peut choisir, justement. Même s'il ne le veut pas, il va finir par le faire, parce qu'il n'a pas le choix. Mais, Xavier, c'est vrai qu'il peut choisir, mais regarde, il peut choisir encore plus qu'auparavant, parce que ce monde humain, je parle de l'homme, là je me cantonne à lui, petit à petit, il a réduit à zéro ou à néant la sélection naturelle. Il n'y a plus du tout de variété de taille de famille. On est tous entre 2-3 enfants au maximum dans le monde. Et puis, il n'y a plus de mortalité infantile. On en avait encore 25% en 1920, on a eu 5% en 1950, et puis maintenant, pratiquement dans le monde entier, on élimine cette mortalité infantile. Donc l'homme sort de la sélection naturelle. De ce fait, que fait-on ? On essaye de créer une sélection artificielle. Le diagnostic anténatal, le diagnostic préimplantatoire. Et donc, petit à petit, on est dans un monde où il va falloir qu'on se crée, comme on dit, un code de bonne conduite. D'où maintenant, d'ailleurs, la bioéthique. Parce qu'on se rend bien compte qu'il faut créer quelque chose. Et puis, le fait qu'on sorte de cette sélection naturelle fait que veut dire, en fin de compte, le couple, le mariage, le genre, masculin, féminin, la famille. On remet en question beaucoup d'autres choses. Donc, comme tu le dis, il faut choisir, mais il faut trouver le bon chemin. Il faut trouver le chemin qui soit un peu sensé. Il faut avoir un certain discernement, en tout cas, et qui corresponde à ce qu'on pourrait avoir comme sens de la vie, ou en tout cas comme. Mais il y a aujourd'hui un tournant. Comme tu dis, on prend conscience qu'on est une humanité, on prend conscience de beaucoup de choses, mais aussi on s'est libéré de la sélection naturelle. D'ailleurs, on n'est plus dans l'union avec la nature, on la regarde, la nature. C'est pour ça qu'on dit, on la regarde et on la respecte. Il faut la précaution, il faut la biodiversité, on est là en train de la regarder. Et on n'est plus dedans. Auparavant, on vivait dedans, on était éliminés, on était dedans, on était sortis, mais on n'avait pas besoin de faire tout cela. Donc, ce changement aujourd'hui est probablement un moment où on doit avoir des choix fondamentaux. Fondamentaux dans le sens, quel est l'essence de l'homme, quel est son sens de la vie, où va-t-il ? Et cette question va se poser de plus en plus puisqu'on sort un peu des lois de la nature. Pour moi, l'homme en est sorti d'une certaine manière à partir du moment où il est devenu l'homme, c'est-à-dire qu'il a inventé la culture. Et donc, il invente un autre type d'homme qui est façonné par la culture. Nos enfants ne sont pas du tout comme nous parce qu'ils ont été changés de manière fondamentale par exemple, l'utilisation des engins électroniques, etc. Donc, il y a une modification en profondeur de l'homme par la culture. Et c'est cette modification qui est en cause maintenant, qui est en jeu, pour savoir comment on va construire l'homme futur. C'est bien ça. Et cet homme futur, en fait, il n'arrive pas à trouver le bonheur s'il sort de cette voie de l'ouverture à l'autre. Il se ferme, et je crois que c'est ce qu'il est en train d'expérimenter. Mais à l'heure actuelle, il expérimente au niveau mondial. On parle de la mondialisation, tout ça. J'aime pas beaucoup ce terme-là. Moi, je préfère parler d'une nouvelle humanité.
Et c'est ça qui se joue à l'heure actuelle et qui est fondamental. Est-ce qu'on aime moins et on est moins partenaire de la nature qu'avant? Moi, en tout cas, avec mon métier, je ne le crois pas du tout. Je crois que je suis fondamentalement très, très uni à la nature. Et je constate qu'il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui ont un véritable amour de la nature. Le nombre de gens qui retrouvent leur équilibre dans la nature, c'est extraordinaire. Les jeunes qui vont partout. Donc, je ne sais pas. Je crois que tout est ouvert. Il y a des possibilités extraordinaires, que de fait, l'évolution maintenant, elle est culturelle. On forme un nouvel homme, parce que notre corps, notre esprit, notre intelligence ont une telle plasticité qu'ils peuvent faire n'importe quoi. N'importe quoi. Depuis des pianistes prodiges jusqu'à des athlètes. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec notre corps. On n'a pas besoin de le modifier. C'est vrai. Hein. Mais par contre, avec notre cœur, là, ça demande un apprentissage qui est difficile. Et je crois que cet apprentissage se fait au niveau de la Terre tout entière maintenant, de l'humanité tout entière. J'ai quand même l'impression que lorsque Laurent de Goos, non sans raison, évoque cette prise de distance de l'homme par rapport à la nature, et notamment dans des choix que vous avez évoqués qui font un peu peur aujourd'hui, ça ne vous atteint pas. Vous ne vous laissez pas atteindre par ce pessimisme-là. C'est pas un pessimisme. Enfin, en tout cas, ce sont des choix nouveaux. Ces choix nouveaux. On ne va pas relancer le débat là-dessus. Par exemple, j'ai des positions, j'ai beaucoup travaillé sur l'énergie, sur les énergies fossiles, sur des trucs comme ça. Je constate que presque toujours, sur l'énergie fossile, c'est un exemple caractéristique. Toutes les analyses sont faites en fonction du passé. Les techniques du passé, les réserves du passé, l'exploitation du passé, etc. Et elles sont toutes fausses, mais radicalement fausses. Parce qu'elle ne voit pas le futur. C'est Malthus, quoi. C'est Malthus. Et vous faites la même chose dans beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines. Et ça, c'est catastrophique. C'est ça le grand problème. Donc, je ne dis pas que ça sera forcément bien. On a des choix. Mais ça ne sera certainement pas comme par le passé. Xavier Le Pichon, Laurent de Goos, merci beaucoup pour cette rencontre. Je vous dis à très bientôt, chers téléspectateurs. Bonsoir.